et en particulier au pétrole, et combien cette société moderne était addicte à ces énergies fossiles. Ce soir, nous allons aborder un sujet complexe, plus complexe qu'on peut le penser a priori, mais crucial pour la transition écologique, la transition climatique. Donc, ce soir, notre conférencier est Gilles Addison, ingénieur, spécialiste des centrales hydroélectriques. Gilles Addison, vous avez la parole. Merci. Vous m'entendez? Oui. Non? Bon, bonsoir mesdames et messieurs. Dans le titre énergie renouvelable, j'ai déjà signalé nécessité, espoir et réalité. Ça dit déjà un peu la complexité du sujet. Mais d'actualité. D'abord, tout le monde va être au courant, le chaos économique du marché électrique en ce moment, évidemment, nous interpelle. Et aussi sur l'urgence climatique. J'ai appris pas plus tard que hier, par exemple, que l'Indonésie avait décidé de déménager sa capitale à Jakarta à cause de ces ennoiements réguliers dus à la montée des eaux. C'est quand même un signe fort. C'est une ville d'une dizaine de millions d'habitants. Et vous n'entendez pas? Ah, c'est trop près. D'accord. C'est vraiment fort, très près. Je le tienne comme ça. Bon, oula. Oui, essaye, tu verras. Top. Je disais donc un signal fort de l'urgence climatique. J'ai appris pas plus tard que hier que l'Indonésie avait décidé de déménager sa capitale, Jakarta, une dizaine de millions d'habitants, à cause de ces ennoiements réguliers par les précipitations et la montée des eaux. Donc c'est plus une utopie, le changement climatique. Je ne sais pas s'il y a des climato-sceptiques dans la salle, on en parlera tout à l'heure dans le débat si vous voulez. Mais pour nous, pour moi en particulier, il est évident que ça s'impose. Une nécessité puisque le GIEC nous avait dit qu'il fallait se limiter à une augmentation de température de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Pour à peu près garder nos conditions de vie sur la Terre actuelle. C'est à peu près sûr que ça sera dépassé déjà. On est sur une pente de 2,5 degrés à peu près sûr. Et si on ne fait rien, même 4 degrés. 4 degrés, ça sera à peu près un bouleversement tel qu'on ne peut pas imaginer toutes les conséquences. Les causes, tout le monde le sait aussi, c'est les gaz à effet de serre qui sont émis à 54% par l'énergie et la production d'énergie, globalement sur la Terre. 17% c'est la déforestation, 14% l'élevage. On verra aussi les conséquences que ça implique. 80% de la production d'énergie dans le monde est carbonée. Les émissions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça aussi, on en parlera pour les conséquences. Le Français moyen émet 12 fois plus de carbone que l'Indien moyen, mais 3 fois moins que le Saoudien ou l'Islandais et 2 fois moins que le Canadien. Vous voyez les disparités qui se répercutent et qui n'égalisent pas, dont les conditions ne sont pas égales dans le monde. Par rapport à ces problèmes, nous avons, enfin nous, c'est-à-dire le gouvernement et les Français qu'on partage maintenant, a déjà pris des décisions, soit par l'intermédiaire des COP, soit par l'intermédiaire de l'Europe, soit directement par les lois nationales. Ce qui est engagé, et d'ores et déjà voté, c'est d'ici 2050, 40% de moins de consommation d'énergie par tête de pipe en France et même globalement, je veux dire même si la population augmente, ça veut dire plus de diminution par tête de pipe, et 40% d'énergie décarbonée, de plus.
c'est-à-dire les fameuses énergies nouvelles, plus, on en discutera aussi, le nucléaire. Depuis les années 90, des efforts ont déjà été faits. Tout le monde sait que l'isolation du bâtiment, enfin, les fameuses lois Mon Isolation, là, la consommation par tête de pipe, enfin par unité de lampe électrique avec les LED, les moteurs et tout ça, la pente normalement devrait donc être descendante déjà depuis à peu près 25 ans. Or, il se trouve que si effectivement les émissions de carbone totales en France ont baissé de 21%, si on inclut les imports, elles ont augmenté de 7%, malgré tous nos efforts. C'est la conséquence des délocalisations, en particulier de l'industrie lourde, qui fait qu'on baisse la consommation en France, mais par les imports, on l'a réintroduit, on l'a fait dépenser au niveau de la terre. D'où le problème des taxes aux frontières, des taxes carbone aux frontières. Total, nous sommes en face d'une impérieuse nécessité de changer de paradigme au niveau de la production et de la consommation de l'énergie. Alors l'énergie, qu'est-ce que c'est? L'énergie, je suis obligé, peut-être il y aura des redites par rapport à la conférence que vous avez eue sur le pétrole, mais je suis bien obligé de remettre les ENR dans le contexte général. L'énergie, évidemment, c'est la vie sur tous ses aspects. Dès que vous bougez, dès que vous consommez, dès que vous travaillez, il y a dépenses d'énergie. Qu'est-ce qui nous a fait changer de notre condition de primate? Il n'y a que deux éléments. C'est notre intelligence et la consommation d'énergie. Et la manière dont on l'a consommée et comment on l'a extraite, comment on l'a utilisée. C'est les deux éléments qui ont fait que nous avons eu cet extraordinaire développement en tant qu'espèce. L'Homo sapiens, qu'est-ce qu'il avait? La seule chose qu'il a faite, c'est améliorer l'énergie qu'il avait en lui-même. C'est-à-dire, à toujours plus près encore. C'est gênant, hein. C'est moi qui suis habitué à... Bon, le portable ne marchait pas. L'homme, sa puissance énergétique moyenne, c'est... enfin moyenne, non. Quand il donne tout ce qu'il peut, c'est à peu près 100 watts. S'il le fait pendant la journée, c'est donc à peu près 800 watts-heure. C'est-à-dire moins d'1 kWh dans la journée. Il s'est amélioré. Il a fait l'arc, il a fait la flèche polynésienne, il a fait la massue, il a amélioré l'utilisation de son énergie, mais pendant des centaines de milliers d'années, il n'a eu que celle-là. Les premières externes qu'il s'est appropriées, c'est les énergies animales. Le cheval, l'âne, le dromadaire. Ça, avec ça, il a à peu près multiplié par 4 la puissance énergétique disponible. Brute, pas nette, parce que le dromadaire ou l'âne, il faut le nourrir quand même. Il a aussi sa propre consommation d'énergie. Mais disons qu'il est multiplié par 4. Après, et je crois que ce n'est pas un hasard, au moment du passage à l'histoire, c'est-à-dire de l'écriture, c'est au même moment que s'est développé les premières énergies mécaniques externes qu'il a mis en œuvre et qui ont été la noria, le moulin hydraulique et le moulin à vent. C'était pas un petit pas, puisque ça fait, je vous ai dit, l'animal lui a multiplié par 4 ses disponibilités, le moulin ou la noria ou le moulin à vent, il a multiplié à peu près par 100. D'où, dans la mémoire humaine, l'importance du moulin, les chansons qu'il a eues, les civilisations, la civilisation du blé, ça a été les premières augmentations de rendement qui ont permis de se pencher sur autre chose.
D'où peut-être d'ailleurs l'écriture. Ça, les historiens pourraient le dire plus facilement que moi. Tout ça, ça n'a pas changé à peu près jusqu'au... Il y a eu des améliorations, il y a eu l'invention de la roue aussi, qui est aussi une meilleure utilisation de l'énergie existante. Mais tout ça n'a pas changé à peu près, à part l'utilisation du feu et du bois-feu, qui a permis le début de la métallurgie, n'a pas changé à peu près jusqu'à la fin de la Renaissance. Et c'est au XVIIIe siècle qu'il y a eu la deuxième révolution, c'est-à-dire l'ingénieur Watt, qui a mis en branle et a su utiliser, à partir de l'énergie du feu, l'énergie de la vapeur, la fameuse machine à vapeur. Ça a été, évidemment, bon, la révolution industrielle, tout le monde le connaît. Là, on a multiplié par 10 000 notre puissance instantanée disponible, avec une belle machine à vapeur, qui fonctionnait d'abord au bois. Avec première conséquence anthropique sur notre terre et c'est la déforestation, qui a pris des proportions à partir de cette époque-là assez considérables. On le voit très bien dans les Pyrénées, les forges catalanes qui marchaient au bois. Quand il n'y a plus trop de bois en Catalogne, ils commençaient à venir en Ariège, puis jusqu'ici, Ferrières, etc. Donc les activités, c'est à partir de cet instant que les activités humaines, à partir de sa conquête de l'énergie pour démultiplier son pouvoir, ont commencé à avoir une influence sur notre terre. En Angleterre, la déforestation était telle qu'il a bien fallu chercher autre chose. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à exploiter le charbon. Le charbon, donc, au début du 19e, a pris son essor et a remplacé le bois dans toutes les industries qui elles-mêmes se sont multipliées. Puisque la machine à vapeur, qui avant était un instrument lourd, immobile, qui alimentait simplement des courroies par des courroies et des poulies diverses machines, s'est démultipliée et même devenue mobile avec la création et l'invention de la locomotive, qui était d'abord interne à l'intérieur de l'usine avant de servir de transport, et on est passé au charbon. Premier paradoxe, c'est donc le charbon, considéré comme l'énergie la plus sale de toutes, à juste titre, et bien c'est le charbon qui a sauvé nos forêts. Si nous avons encore, à la fin du 19e, des forêts en Europe, c'est grâce au développement du charbon. Ceci pour la petite histoire. Pour vous dire l'évolution que ça a été, c'est que Pharaon, par exemple, premier empereur emblématique, il avait à sa disposition pour construire ses pyramides, il avait à peu près, d'après ce qu'on a reconstitué, entre 20 et 22 000 esclaves en permanence et renouvelés très souvent, puis ça lui coûtait rien. Enfin, 22 000 fois 100 watts, vous voyez ce que ça fait. Quand vous avez une machine à vapeur qui est 10 000 fois plus puissante, un pharaon, ça veut dire c'est 2 machines à vapeur. Voilà à peu près le rapport que vous pouvez établir de façon imagée. D'avoir de l'énergie en grande quantité et dont les coûts baissaient, puisque évidemment il y a des améliorations techniques dans les mines et tout ça, le charbon était extrait de plus en plus grande quantité, ça entraîne une consommation, et la consommation devient exponentielle. C'est aussi ce qui a permis le développement des populations. Je crois que vous l'avez eu dans la dernière conférence, le développement de l'énergie, c'est exactement concomitant aussi avec le boom de la population en Europe et dans tous les pays qui, au fur et à mesure, se sont développés. La conquête d'une énergie abondante et de moins en moins chère a été la base du développement de notre civilisation.
Actuellement, nous consommons en moyenne en France 37 000 kWh par personne par an. Voilà où on en est arrivé. Donc le deuxième paradoxe de ce développement de l'énergie, c'est que c'est les énergies fossiles qu'on pouvait maîtriser, qu'on pouvait transporter, qu'on pouvait actionner plus ou moins à la demande, qui ont chassé les énergies renouvelables, qui étaient les premières qui ont été en disposition de l'homme. Les moulins avant ont pratiquement disparu, seuls, les Noria évidemment et tout ça, seuls ont résisté les moulins qui avaient parce que l'énergie hydraulique, on en parlera tout à l'heure, a des qualités propres. Mais sinon, on n'a plus parlé du tout de développement de ces énergies, elles se sont même éteintes et nous avons transformé complètement notre panel de consommation. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de faire l'inverse. Le renversement, c'est qu'on nous demande de multiplier, d'augmenter de 40% nos énergies renouvelables, en particulier en France, donc à l'inverse de toute l'évolution des 2 siècles précédents. Alors, quel est le mix énergétique actuel? Alors, on va voir si ça marche. Voilà. Là, vous avez une première diapo. La consommation d'énergie primaire par usage en France. On est à 3000 TWh par an, à peu près, de consommation totale en France. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est la partie haute du graphique est grisée, c'est que plus du tiers est perdu. Est perdu parce que une très grande proportion d'énergie qu'on consomme à l'heure actuelle en France sont de l'énergie thermique et qu'on transforme en électricité, et la transformation, c'est une perte de rendement des 2 tiers. On le veuille ou non, ça c'est la loi de Kako, tout ce qui est machine à vapeur, machine gaz, pétrole, nucléaire, et qu'on a beaucoup de nucléaire en France, la perte est assez énorme. La consommation non énergétique, le petit bandeau du milieu, c'est par exemple la consommation de sources d'énergie pour la chimie. Bon, c'est assez constant et c'est assez faible. La consommation finale énergétique, c'est donc 1600 TWh par an à l'échelon du pays. Alors, on va suivre. Cette énergie primaire, donc les 3000 TWh, il se décompose comment? 40% de nucléaire, 28% de pétrole, 16% de gaz naturel, charbon et déchets non renouvelables, 3 à peu près. Les ENR, les énergies renouvelables, donc sur lesquelles nous devrions revenir, ne représentent que 12,9%. Et dans ces 12,9%, le tiers, c'est la biomasse. C'est déjà, c'est encore le bois et son exploitation par le chauffage, en particulier. L'hydraulique 2,4, biocarburant 1,3, pompe à chaleur 1,3. Alors là, il y a discussion, parce que effectivement, ça produit 1,3, mais ça consomme aussi. Là, c'est le net, hein, mais il faut dire qu'il faut les alimenter. L'éolien 1,6, autre 1,9. Le solaire, dont vous entendez parler énormément, il n'est pas dans la statistique tellement c'est le fil. C'est l'épaisseur du trait, pour le moment. Attendez, voilà. Alors maintenant, on la consomme où, cette énergie? Pardon? Non. On la consomme où, cette énergie?
D'abord, c'est nous tous, dans notre activité, notre vie de tous les jours, dans le résidentiel tertiaire. Vous voyez que sur 1600 TWh, on est à peu près à 700, donc on est à 40%, c'est nos consommations individuelles. Les transports, et c'est une consommation individuelle qui augmente régulièrement. Bon, la population augmente, très faiblement mais augmente, et malgré ce que je vous disais tout à l'heure, tous les efforts que nous faisons par l'augmentation des rendements de nos ustensiles et tout ça, tout est quand même, comme les ustensiles sont multipliés, hein, eh bien, la consommation augmente quand même. Le deuxième poste, c'est les transports. Les transports aussi qui ont une consommation à peu près augmentée, parallèle à celle de notre résidentiel tertiaire. Regardez pas trop la dernière année, elle est exceptionnelle parce que c'est l'année du Covid. Là, on voyait que là, les transports ont pris un coup, évidemment. On était confinés, voilà. L'industrie, elle, est à peu près en pourcentage en consommation constante, sachant qu'elle l'obtient d'une part parce que c'est certainement la branche d'activité qui a fait le plus d'efforts, parce qu'elle est soumise elle, à des prix directement, et parce qu'il y a eu la délocalisation aussi d'industries très consommatrices. Pour vous donner aussi une idée, quand Péchiné-Lannemezan a fermé, mais Péchiné-Lannemezan, cette seule usine, consommait plus que tout le département tertiaire, industriel, transport compris, en électricité. Tout d'un coup, si vous voulez, on pouvait exporter autant qu'on consommait d'un seul coup en supprimant Lannemezan. Il faut montrer la puissance de ces consommations et la concentration en certains lieux de la consommation d'électricité dans l'industrie. Maintenant, on arrive à l'origine de la production d'énergie. Le nucléaire, vous voyez, c'est à peu près 40%. Et tout ce qui est carboné, c'est-à-dire le gaz, le pétrole plus le charbon, c'est 55%. Les ENR thermiques, c'est-à-dire le biogaz, et la biomasse, qui sont aussi une des énergies renouvelables particulières, c'est-à-dire toutes ces énergies thermiques, c'est plus de 50%. Et après, vous avez les ENR électriques directement, celles qui sont le plus décarbonées, qui représentent à peu près donc, les 12-13% de tout à l'heure, 230 TWh. Je continue. C'était la production avant, maintenant c'est la consommation. Et vous voyez qu'il y a de grosses différences, puisque par exemple, le nucléaire, qui fait les 4/5 de l'électricité, faisait 40% de la production d'énergie, mais ici, à cause de ces pertes, je vous ai dit, le rendement de 1/3, comme c'est thermique, ne fait plus un peu plus de 25%. Vous voyez ? Le pétrole, par contre, c'est lui qui représente 40% de notre consommation. Vous voyez l'importance du carbone. Si l'on supprime, comme nous l'avons décidé par la loi, en particulier la loi climat-résilience qui date de quelques mois, si nous supprimons l'origine carbonée de l'électricité en France, ça veut dire qu'il faut multiplier par 3 la production d'électricité. Puisque l'électricité, regardez ici, ne représente qu'1/3 de la totalité. Vous voyez l'importance de l'effort dans lequel on est engagé. Voilà. Alors pourquoi avoir pris ces décisions sur la décarbonation de l'énergie?
Là, je vous montre un graphique qui dépend du GIEC, qui a été validé et qui a pris pour base par l'ADEME en France. C'est la production de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, mais aussi un peu d'autres gaz, par méthode de production de l'électricité. Vous voyez tout de suite que vous en avez deux qui sont hors concours. Elles ne rentrent pas dans le graphique, c'est pour ça que vous avez les pointillés qui les séparent. C'est le charbon et le pétrole, qui consomment donc plus d'1 kilo, enfin qui produisent plus d'1 kilo de CO2 par kilowattheure produit. Après, vous en avez, toujours en partant de la droite, vous en avez une qui représente le mix européen, où on en est en ce moment en Europe. Si on mélange donc les 22 pays européens, on est à 487 grammes. C'est à peu près l'équivalent de ce que produirait si tout le monde était au gaz naturel à 100%, puisque vous avez à côté la colonne du gaz naturel qui est à 469. Ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est à peu près la moyenne, le gaz, et qui est de plus en plus consommé en plus en Europe pour fabriquer l'électricité, c'est à peu près le centre de gravité de notre production en Europe. À côté, vous avez le mix français. Le mix français qui est 5 fois plus faible. Vous voyez, on est déjà très bon. Bon, tout ça, c'est évidemment à cause à la fois de la production nucléaire et de la production hydraulique qui, à elle deux, représente 85% ou 90%, même avec l'hydraulique, de notre production. Bon, le nucléaire pose un autre problème, on pourra en parler. Surtout, ça dépend aussi qu'est-ce que l'on comprend dans sa production et les conséquences de sa production, les limites. Par exemple, comme on ne sait pas encore combien coûtera les équipements qu'il faudra pour, par exemple, éliminer ou cacher ou enterrer ou ces déchets, on ne sait pas quelle est la proportion de CO2 qui sera produit par ça. Donc c'est pas compté là. Donc vous avez une incertitude, c'est pour ça que dans le tableau final que je vous ai fait sur la taxonomie des énergies, j'ai mis un point d'interrogation. Après, vous avez le photovoltaïque. C'est-à-dire que le photovoltaïque, énergie donc renouvelable, et qu'on dit décarbonée, c'est quand même en production la moitié du mix, puisqu'elle est à 45 grammes par kilowattheure. Pourquoi ? Parce que c'est les terres rares, les métaux rares, le démantèlement qui est la construction et le démantèlement qui est producteur de gaz à effet de serre. La biomasse, attention, c'est 18 à condition qu'il y ait replantation après destruction. Si vous ne replantez pas après l'avoir brûlé, le bilan est négatif. Voilà. Donc le nucléaire, 16, donc sans compter le démantèlement et les déchets. L'éolien en mer, lui un peu plus élevé que l'éolien terrestre, c'est uniquement à cause du support, qui est plus compliqué, plus cher et qui consomme plus d'énergie pour le construire. Les énergies marines, ça, je ne sais pas trop ce que ça recouvre, mais à mon avis, on est dans l'expérimental là. Et ensuite l'hydraulique, qui est l'énergie qui produit l'hydroélectricité, le moins de gaz à effet de serre par kilowatt produit. C'est quand même pas négligeable, puisque vous voyez que c'est 12 fois moins que le solaire. Donc, tout kilowattheure ne se vaut pas. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Un kilowattheure, ça dépend comment il est produit, sa qualité, où il est produit, à quel prix, et s'il est prévisible, et s'il est constant. Parce que ça a des conséquences, à mon avis, on en parlera en suivant, sur le réseau, et le réseau, c'est aussi des investissements, c'est aussi du carbone à construire, etc. Voilà.
Pour expliquer cette différence, si vous voulez, entre la qualité de chaque kilowattheure, s'il n'est pas prévisible, qui c'est qui s'adapte dans sa production? Est-ce que c'est le réseau qui doit s'adapter à sa non-prévisibilité ou est-ce que c'est le consommateur? Grand problème. La proximité. Transporter le courant, il le fait tout seul, on dit, l'électron se balade. Pourquoi? Mais il faut construire la ligne, d'une part, et d'autre part, il y a la perte en ligne. Vous savez quel est le premier consommateur d'électricité en France? C'est RTE. C'est le réseau de transport électrique. C'est le premier consommateur en France d'électricité. Pourquoi? Ça c'est une spécificité française, c'est que nous avons un système très centralisé, avec d'énormes pôles de production qui sont les centrales nucléaires, et qu'il faut bien transporter là où il n'y en a pas. Et on a le plus grand réseau en 400 000 volts, ces énormes lignes. Là, il y en a une qui traverse le département au nord, pour ceux qui connaissent, à côté de Beaubourg, qui vient de Golfech et qui va sur Lac, pour alimenter en particulier le Pays Basque, qui est une péninsule, lui, électrique, complètement déficitaire, et qu'il faut alimenter. Vous avez la Bretagne. La Bretagne est aussi un désert au point de vue production, et il n'est pas rare de devoir envoyer des électrons dans la vallée du Rhône jusqu'en Bretagne, à peu près 1000 km. Et bien là, vous avez 9% de perte. Et vous avez le troisième groupe comme ça, c'est les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes qui est aussi très très fragile et qui est au bout de ligne et qu'il faut alimenter aussi depuis la vallée du Rhône ou autre. Ça c'est une des conséquences de notre système. Il faut bien voir donc qu'un mode de production électrique entraîne aussi un mode de transport et de distribution. Et donc un mode de perte, etc. Une autre caractéristique très importante du système français, qui est toujours défendu bec et ongle depuis la Libération, ça a été de dire, bien que à la production, au transport et à la mise à disposition, comme je viens de vous le dire, 1 kWh n'est pas égal à un autre kWh, on a décidé que par contre, ça serait le même prix. Pour le français, même s'il est à Douarnenez, et que son kilowatt a fait 1200 km, eh bien, il paiera le même prix que celui qui est à Pierrefitte au pied de l'usine, et où il n'y a pas de transport. Ça a beaucoup de conséquences. Et là, on pourra en parler avec les géographes et les historiens. La première conséquence, quand ça a été décidé à la Libération, ça a été la mort du développement de l'hydrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie dans les zones de montagne. Le déplacement des usines de Pierrefitte, la fuite de Péchiné-Lannemezan, la fuite de Péchiné-Ozat en Ariège, la fuite de l'électrométallurgie de la Maurienne vient de la péréquation absolue du coût du kilowattheure. Nous avons perdu notre avantage compétitif, région de montagne, où nous avions les premières sources de production d'énergie puissante, et continue et programmable, grâce au lac en plus. Ayant perdu ça, on a perdu cet avantage, et l'industrie est partie où elle a eu un autre avantage, c'est-à-dire dans les ports. Les engrais azotés de Pierrefitte sont partis au bec d'Ambès, parce que là, la matière première arrivait par bateau, et là, le transport n'est pas péréqué. Donc, il arrive en bateau, ils peuvent l'utiliser directement avec d'Ambès, alors qu'à Pierrefitte, il fallait l'amener en train, des trains de 800 tonnes avec 2 locomotives jusqu'à Pierrefitte. Et lui, il était payant, il n'était pas péréqué. Vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Ça entraîne aussi donc des affectations et des utilisations de la ressource qui ne sont pas du tout forcément optimum. Mais ça a été une décision et qui est encore défendue
dans tout l'éventail économique et politique, et qui est pourtant une exception française. Moi, ce que je dis aux Bretons quand je discute avec eux, la sole, elle est moins chère à la criée à Douarnenez qu'à Tarbes. Là, le prix du transport est intégré. Par contre, moi, je vous donne 1 kWh au même prix que je l'ai moi. Alors que moi, je suis au pied de la source. Ou même je le produis. Voilà. C'est le deuxième ou troisième paradoxe du système électrique français. Alors maintenant, nous en arrivons aux énergies renouvelables proprement dites. Où en est-on en France à l'heure actuelle? Voilà l'évolution de la production depuis les 30 dernières années. Vous voyez qu'à 30 ans, bon, il y en avait essentiellement deux tiers le bois énergie, un tiers l'hydroélectricité. Alors le bois énergie, à la fois, enfin, à l'époque, c'était essentiellement biomasse chaleur, sachant que les centrales de cogénération chaleur, électricité en bois n'existaient pratiquement pas. Ça a été à peu près constant jusque dans les années 2004, avec quand même une augmentation de l'utilisation des incinérateurs. C'est ce qu'on appelle ici là, les déchets renouvelables. Vous en connaissez un à Toulouse, par exemple. Les grands incinérateurs se sont mis à récupérer la chaleur produite, qui est évidemment une solution très intelligente, et on produit aussi de l'électricité. Ou des circuits chaleur, c'est encore mieux. À Toulouse, par exemple, c'est un circuit chaleur. Là, au moins, chaque calorie produite est utilisée. Si vous transformez en électricité, vous perdez les 2 tiers aussi. C'est exactement comme toutes les thermiques, hein, le nucléaire et autres. Mais pour ça, il faut des conditions un peu spéciales, évidemment. Il faut un habitat assez concentré, des consommateurs pas loin. À partir des années 2000, donc, vous voyez les premiers efforts faits par le pays, avec le développement des pompes à chaleur, des biocarburants et de l'éolien. Et aussi, tout à fait en haut, le solaire. Donc ça, c'est rapporté en térawattheure, c'est-à-dire en production. Parce que aussi, il ne faut pas confondre puissance et production. Quand vous entendez un cocorico, à la fin de l'année, on a installé 1000 mégawatts nouveaux d'électricité solaire en France, c'est pas du tout pareil que si on vous dit on a installé 1000 mégawatts d'énergie hydraulique. Parce que 1000 mégawatts d'énergie solaire, ça va vous produire à peu près ce qu'on appelle le coefficient de charge, ça va vous produire à peu près pendant 1000 heures en France. Ouais. C'est-à-dire vous allez faire 1 gigawattheure, alors que par exemple en hydraulique, c'est un peu plus de 4000 heures. Donc vous allez, pour la même capacité de puissance installée, vous allez faire 4 fois plus de production. Ça aussi, il faut en tenir compte. Là, on est en consommation, c'est-à-dire ce qui est réel, ce qui nous sert réellement. Donc vous voyez que, grosso modo, quand même, on a augmenté de 50% en 30 ans notre production d'énergie renouvelable. Ce qu'on nous demande dans les 27 années prochaines, c'est pratiquement de les tripler. Donc vous voyez là encore l'importance de l'effort qui est voté. Alors les ENR, comment sont-elles réparties en France et avec quelle densité? Voilà l'hydraulique, bon, ce qui intéresse plus particulièrement le département, puisque c'est notre énergie préférentielle vu notre relief et nos précipitations. Vous voyez que c'est concentré évidemment dans tous les massifs montagneux et donc le sud de la France, avec des exceptions, le Rhin, donc Alsace
Bahreïn et Haut-Rhin, avec aussi les Ardennes, et avec, en Bretagne, vous voyez une exception, c'est l'usine marémotrice de la Rance, le gros point bleu. Voilà. Par contre, c'est le désert, évidemment, dans les 2/3, les plaines de l'ouest et du nord. Photovoltaïque installé maintenant. C'est encore le sud, ça pour des raisons, puisque si vous installez un panneau solaire dans le Var, vous allez faire 1300 d'un kilowatt de puissance, vous allez en faire 1300 kWh dans l'année. Si vous êtes à Amiens, vous allez en faire 800. Et le panneau a le même prix. Donc il y a une tendance évidemment à être dans le sud. Mais il y a une répartition quand même qui est plus diffuse que l'hydraulique, où l'hydraulique il faut des sites vraiment spécifiques. Éolien. Alors là aussi, éolien c'est très caractéristique. Là, les plaines du nord évidemment et l'ouest et le sud-est au bord des reliefs de la mer ou au bord des tempêtes atlantiques. Là, c'est très. Et vous voyez que le sud-ouest en particulier, lui, c'est un désert. Vous le savez très bien dans notre département, il n'y a pas de gisement, on est très très peu vanté. Et en plus avec des problèmes, par exemple dans le Bordelais, des problèmes d'acceptabilité sociale, on en parlera tout à l'heure. Alors si on ajoute éolienne et photovoltaïque, vous voyez que ça se répartit quand même déjà bien mieux. Et si on ajoute les trois, alors par contre, vous ne voyez pas on a appliqué l'hydraulique sur le reste, ça cache un peu le solaire du sud, mais vous voyez que la répartition se fait beaucoup plus homogène, et ça, c'est un des atouts des ENR, en plus de ne pas produire de CO2, c'est étant réparti, plus c'est harmonieux, moins il y a de transport, moins il y a de pertes, plus il y a de souplesse. Alors, la première loi de programmation électrique nous avait donné des objectifs pour 2020 avec l'Europe, et on en a un autre maintenant en 2023, on va en parler, et donc le bilan a été fait au 1er janvier 2021 par l'Europe. C'était des objectifs qui n'étaient pas contraignants, mais c'était accepté avec la première COP. Chaque pays avait souscrit à un engagement d'augmentation d'énergie renouvelable. Donc voilà, en 2020, les résultats. Vous avez en jaune ce qui a été prévu, et en vert ce qui a été réalisé. Et ce qui est en bleu, c'est simplement ce qui n'est pas renouvelable. Vous voyez que la Suède s'était engagée à 50% par exemple d'énergie renouvelable et est arrivée à 60%. L'Autriche, par exemple, s'était engagée à 35%, elle a fait 36%. Ça, c'est le tableau de tous ceux qui ont dépassé leurs objectifs. Ça, c'est un document de l'Europe. Là, je vous ai rajouté ceux qui ont exactement réalisé leurs objectifs. Bon, là, par exemple, la Hollande s'était engagée à 14%, vu ses capacités géographiques, s'était engagée à 14% d'énergie renouvelable, elle a fait 14%. Et puis après, qui c'est qui n'est pas atteint son objectif? La France. Seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs, et d'assez loin. Elle a fait 19,1 et s'était engagée à 23,5. Alors là, grand point d'interrogation. Parce que les premiers kilowattheures renouvelables faciles, les plus faciles sont les premiers à faire. Si au premier objectif, on est déjà aussi loin de ce à quoi on s'était engagé, comment avoir voté un triplement de ceci et en pas plus de temps pratiquement?
il faudrait garder la même pente qu'on n'a pas réalisée, et sur plus longtemps. C'est un des gros points d'interrogation, et quand je vous disais énergie renouvelable, c'est pas si facile que ça. En voilà, en tous les cas, la preuve. On va essayer d'expliquer pourquoi, mais le voilà. Seul pays sur 24, on est le seul à ne pas avoir atteint nos objectifs. En voilà le diagramme. À partir du pointillé vertical, c'est les prévisions et ce à quoi on doit atteindre et obtenir. Tout ce qui est gris et noir, donc c'est ce qui n'est pas bien, le pétrole, le gaz, tout ce qui est carboné. Le jaune, c'est le nucléaire. Et vous l'avez séparé entre la consommation qui n'est pas électrique et la consommation qui est électrique. Avec un gros point d'interrogation, c'est ce à quoi on s'est engagé, mais comment y arriver? Voilà. C'est, je crois, assez parlant. Vous voyez l'inflexion que ça impose. Hein. Le gris est divisé par 4, l'électricité est multipliée par 3. C'est un changement de paradigme complet. Voilà ce que ça représente sous une autre forme. Donc à l'heure actuelle, on consomme 1600 TWh, c'est 25% d'électricité, c'est à peu près les 2/3 d'énergie fossile, et c'est à peu près 15-18% d'ENR hors électricité, c'est-à-dire en chaleur, les circuits chaleur. On doit baisser de 40%. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est les restrictions qu'on va s'imposer. C'est la surface du cercle. Et après, la répartition. L'électricité, on passe à 55%, plus ceux de l'hydrogène, on va passer à 60%. Le gaz décarboné apparaît. Très important. La chaleur est un peu augmentée, le bois chaleur, etc. Et le fossile a pratiquement disparu. Alors que là, elles sont les 2/3. Et ça, c'est en quantité. Après, on va parler prix. Je vous ai dit, ce qui a fait le développement des énergies aussi, le démiurge de l'homme, c'est que non seulement on a l'énergie de plus en plus en grande quantité, mais en plus de moins en moins cher. Rappelez-vous, je ne sais pas, les plus anciens d'entre nous, rappelez-vous, au lendemain de la guerre, je ne sais pas moi, on oubliait d'éteindre la lumière en sortant d'une pièce, on prenait une taloche. Hein? Maintenant, tout le monde rigole, quoi. Vous voyez, vous avez rigolé. Bon. Ça prouve, par rapport à nos pouvoirs d'achat et notre niveau de vie, la baisse de l'importance du kilowattheure à l'unité. Moi, j'ai eu aussi une autre anecdote flagrante, c'est que quand est apparue l'électricité, c'était tellement merveilleux. Avant, on était à la graisse ou à la bougie. Hein. Les premiers réseaux, moi j'ai connu M. Delbray-Bergès, le pape de l'hydroélectricité dans les Pyrénées, là, de Saint-Giron. Le neveu du créateur de l'hydroélectricité, Aristide Bergès, qui avait construit donc son premier réseau de distribution à Saint-Giron, avec ses usines sur le Salat. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de monopole, il n'y avait pas d'EDF et tout ça, donc il produisait, il transportait, et il allait vendre, il avait ses compteurs, et il allait vendre dans les habitations, ou les commerces et tout ça. Pour les habitations, il avait simplifié, il avait dit c'est tel prix à l'ampoule. Parce qu'à l'époque, c'était pratiquement la seule utilisation de l'électricité. C'était l'éclairage, évidemment, c'est là qu'elle est le plus spécifique. Donc c'était tant l'ampoule. Mais évidemment, il avait peur de se faire blouser. Donc le soir, à 11h, il prenait son vélo, il traversait les rues de Saint-Giron, il regardait les lumières dans les maisons. Ah, là je vois
4 pièces éclairées, j'ai un abonnement que pour 3. Ça va pas. Bon. Et comme ça, il tombe chez une vieille dame qui avait un abonnement pour une ampoule. Et quand il passait à l'aller à 10h, c'était éclairé en bas. Et quand il passait à 11h30, il revenait, c'était éclairé en haut. Ah, celle-là, elle est en train de... Bon, elle a au moins 2 ampoules. Il y va, et bien évidemment, l'adaptation, l'imagination humaine, la dame a dit, puisque je paie à l'ampoule, c'est l'ampoule que je vais déplacer. Elle avait fait un trou dans son parquet. Elle avait fait un trou dans son parquet, et quand elle montait à l'étage, elle tirait sur son fil en haut, elle montait l'ampoule en haut. Voilà. Mais c'était pour vous dire le coût que ça représentait. Alors que maintenant, bon, l'éclairage, c'est epsilon dans le budget. Voilà. Et bien ça va être fini. Parce que, avec le nucléaire, qu'on nous a vendu comme justement l'énergie abondante et pas chère, qui allait remplacer le charbon et tout ça, on nous l'a vendu en disant c'est à peu près 42 € le mégawattheure. C'est d'où le fameux prix de la reine dont on parle maintenant, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, 42 € le mégawattheure. Ça, c'est le prix de la production. On vous le vend 160 parce qu'il y a 40 € après de transport, 40 € de distribution des indices et 50 € de taxes. Mais à la production, c'est 42 €. Voilà. Ça a été fixé comme ça. C'était le débattu avec EDF, à la production, les coûts. C'était validé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Et on est parti sur ces bases-là. Sauf que maintenant, EDF, par exemple, quand elle a postulé pour construire les réacteurs en Angleterre, sur appel d'offres, et elle l'a gagné, donc a priori, elle était le moins 10 ans, elle a demandé 118 € le mégawattheure et garanti sur 35 ans et indexé. Et sans prendre en compte les déchets, qui est une affaire d'État. Donc le coût du mégawattheure nucléaire, c'est plus celui qu'on nous a vendu. Il faut revenir à des coûts actuels. S'il y a ces 118 € qui ont peut-être augmenté depuis, quand on voit les déboires de l'EPR, si vous ajoutez à ceci le démantèlement plus les déchets, attendez-vous à des prix du mégawattheure qui auront considérablement augmenté, et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Du coup, ça a un effet plutôt bénéfique, c'est que les énergies renouvelables, qui étaient beaucoup plus chères que ces 42 €, c'est pour ça qu'au départ ils ne s'en construisaient pas, et que l'État a dû aider à la construction en donnant un prix garanti. Les premiers kilowattheures solaires, le prix garanti pendant 20 ans, c'était 500 € le mégawattheure. Ce que vous avez payé par la CSPE et tout ça qui a été ajouté comme taxe à vos kilowattheures consommés. Bon, c'était le lancement, ça vous pouvez se comprendre. Les prix d'ailleurs se sont effondrés et maintenant le prix du mégawattheure solaire a été divisé à peu près par 10. On est à entre 50 et 55 € le mégawattheure, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est l'énergie, c'est le mégawattheure le moins cher à construire. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, sur tous les mégawattheures produits ne se valent pas, c'est aussi le mégawattheure le plus compliqué à exploiter, et qui est le plus cher après à l'aval, à transporter, à compenser, à prévoir, etc. Parce que si vous considérez qu'il doit être pilotable comme les autres, comme l'hydraulique par exemple, ou le nucléaire, il faut lui ajouter par exemple une batterie qui sert de réservoir, de pile, puisque le solaire va produire le maximum entre midi et 14h, ne va rien produire à 18h en hiver, et c'est à 18h que nous multiplions notre consommation par 4. Voilà. Donc si vous rajoutez la batterie, le prix change, et la production de CO2 aussi. Il faut tout prendre en compte.
Le solaire, l'éolien est un peu plus prévisible, mais il est tout aussi intermittent, et même lui très rapidement. Vous pouvez avoir un coup de vent ou une coupure du vent qui n'est pas instantanée, mais pratiquement. Et ce qui devient dramatique, c'est si vous avez une chute du vent dans l'Europe du Nord, de la Baltique sur l'Allemagne, vous pouvez avoir un appel sur les autres énergies instantanées qui est considérable et qu'il faut bien compenser. Alors, où en étais-je déjà oui, le prix du mégawattheure. Donc, les mégawattheures ne se valent pas et les prix ne sont pas les mêmes. Donc, les énergies renouvelables sont devenues compétitives, si vous voulez, par rapport aux tarifs réseau actuels, raccordement réseau. Il n'y a plus, bon, l'éolien est à 60-65 euros le mégawattheure. L'hydraulique est entre 70 et 90 euros le mégawattheure à cause de sa construction. Par contre, sur la durée, de toute façon, les contrats ne durent que 20 ans. Hein. Mais au-delà de 20 ans, le gros avantage de l'hydraulique, c'est que 100 ans après, l'usine existe encore. Moi-même, j'ai exploité et rénové des usines qui dataient de la fin du 19e, en particulier celle justement d'Aristide Vergès. Un bon site qui a été équipé au départ dans les règles, c'est inusable. Bon, il faut vraiment une catastrophe, un tremblement de terre ou autre pour qu'on retombe. On dit 20 ans, alors ils ont fait des progrès, maintenant on s'aperçoit qu'on pourra tirer 25 ou 30 ans. L'éolien, c'est aussi à peu près ce laps de temps. Et l'éolien aussi, avec l'inconvénient, c'est qu'on sait recycler à peu près tout sauf les pales, bon, qui sont avec des composites carbone qu'on ne sait pas recycler. Voilà. Vous voyez que chaque forme de production d'énergie a des avantages et des inconvénients. C'est pour ça qu'on parle de mix, qu'il faut les mixer et qu'il faut aller au profond des choses, parce que les yaka faucon et il y a une solution évidente, ça n'existe pas. Alors, dans les énergies fossiles carbonées, on va en faire le tour. Au départ, vous avez la tourbe. On n'en parle pas parce que ça c'est complètement inexploité ici et même en Europe. Le rendement énergétique est faible pour une production de gaz, de geste épouvantable. Vous avez la lignite. La lignite, qui est un carboné un peu meilleur, un peu plus transformé. Mais qui est encore, bon, on a parlé du carbone, vous avez vu qu'on avait vu, ça sortait du graphique, le carbone, la lignite c'est encore 4 fois plus, et malheureusement ça c'est encore exploité, et beaucoup en Europe, en particulier en Allemagne. Après vous avez le charbon, on en a parlé, le pétrole, le gaz. Ça c'est l'énergie fossile carbonée. Les décarbonés, il y en a deux, nucléaire et géothermique. Alors, on a nucléaire, on a vu pourquoi, décarboné, parce qu'on ne compte pas quand même les suites. La géothermie, par contre, on l'a vu, c'est un rapport par rapport au gaz à effet de serre intéressant. Par contre, la disponibilité est quand même plus rare et les utilisations plus rares. C'est par exemple une énergie qu'on ne peut pas transporter par rapport aux autres. Sur les énergies renouvelables, vous avez aussi les carbonés et les décarbonés. Les carbonés, c'est biomasse et biogaz. Biomasse et biogaz. Je vous ai dit que le bilan était totalement différent si on reboisait, si on reconstituait la biomasse qu'on a utilisée. Si on ne le reconstitue pas, elles sont du même ordre de grandeur que les fossiles carbonés, au point de vue émission. Après, vous avez les décarbonés. Alors, une énergie dont on parle peu, c'est le solaire direct. Et ça, à mon avis, c'est un regret. On en parlera dans les solutions. C'est-à-dire utiliser le solaire, mais comme énergie chaleur, directement. Je ne comprends pas. En particulier, toute maison individuelle
et en particulier sur nos latitudes, avec quelques mètres carrés de solaire direct, à un chauffage gratuit. Et c'est beaucoup moins compliqué que le photovoltaïque et beaucoup moins carboné. Et le chauffage, c'est quand même, c'est 37% en moyenne de votre consommation d'énergie. Je ne comprends pas, ça n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est les installateurs qui ne s'y retrouvent pas parce que justement c'est pas compliqué, c'est pas trop technique, c'est assez simple, mais ça marche extrêmement bien. Après vous avez le solaire photovoltaïque, donc beaucoup plus pointu. Si vous voulez utiliser vous-même en autoconsommation, ça veut dire des redresseurs, puisque c'est du courant continu, ça veut dire des condensateurs pour les chocs, ça veut dire que vous gardez quand même un abonnement en cas de panne, hein, et que vous aussi vous avez un contrat si vous produisez plus que vous avez consommé. Bon, ça peut se faire, hein, mais c'est quand même nettement plus compliqué. Après, en décarboné, vous avez l'éolien, on en parlait, l'hydro. Alors l'hydro, il faut la séparer en deux. Vous avez l'hydro stockable et l'hydro non stockable. Alors la non stockable, qu'on appelle au fil de l'eau, elle garde le meilleur rapport qualité-émission de gaz par rapport au kilowatt produit, ça c'est imbattable. Si on prend que l'énergie au fil de l'eau hydraulique, on tombe, tout à l'heure on était à 4 grammes, on tombe même à 1. Parce que le 4 grammes c'est la moyenne avec la stockable, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on tombe à 1, elle est prévisible, puisque les débits des rivières évoluent beaucoup moins rapidement et de façon beaucoup plus prévisible que le vent ou les nuages. Et par contre, la stockable, elle a en plus, elle, la qualité d'être pilotable. Et ça, pilotable, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler quand on veut, si vous avez un réservoir, hein, ce qu'on dit stockable. Bon, ici, les réservoirs de montagne, hein, Cap-de-Long, à Reims ou autre, la chaîne d'Arens, d'usines, là, qui permet, c'est elles qui soutiennent le réseau. C'est absolument indispensable, sans hydraulique avec réservoir, le réseau ne tombe pas, puisque l'électricité n'étant pas stockable, il faut absolument, à chaque seconde, que la production corresponde à la consommation. Consommation qui est variable, qu'on essaie de prévoir, mais il y a toujours des à-coups, et donc qu'est-ce qui fait qui annule les aléas en France, c'est l'énergie stockée hydraulique. Les aléas qui peuvent être donc de la consommation, aussi de la production. C'est pour ça que par exemple vous avez d'énormes centrales hydrauliques qui ne servent que d'ultime secours. Par exemple, si vous avez Golfech qui tombe en rade, à un moment donné en hiver, qui fait 900 MW de production, qui tombe en rade, si on ne le supplée pas à Golfech immédiatement dans la foulée, le réseau tombe. Toute l'Occitanie est dans le noir. C'est pour ça qu'on a construit à Montézic une centrale hydraulique. Il y avait un barrage déjà sur la Truyère en bas, on a construit un sur le plateau, 300 mètres au-dessus, qui est plein et qui attend. Et quand il y a une panne, un besoin, on fait tomber l'eau. C'est une batterie, mais c'est une batterie qui ne produit pas de CO2, qui n'a pas besoin de gaz rare et qui est disponible. Montézic, vous pouvez monter à 900 MW de puissance, hein, c'est-à-dire 5 fois Pranière en 3 minutes. Aucune autre forme d'énergie n'est capable de faire ça. S'il y a une pointe de consommation, donc c'est régulé, c'est nos barrages ici aussi qui font ça, Pranière, ce qu'on appelle les soutiens de réseau. Si on n'a pas ça, il faut multiplier les centrales à gaz, CO2, et qui sont quand même moins souples, et qui dépendent d'une matière première. Nous, l'eau, dans le barrage, il est gratuit, la matière première. Tandis que le gaz, en ce moment, vous avez vu ce qu'il c'est, avec Poutine qui tient les robinets, le gaz, il a augmenté de 60% dans l'année.
On n'est plus maître de nos prix. Et alors c'est tellement souple et avantageux que même ces centrales, disons, qu'on appelle les STEP, Sociétés de transfert d'énergie par pontage, c'est que bon, un site d'énormes barrages, il ne peut pas y en avoir partout, où il y a de l'eau, donc on les construit même où il n'y a pas d'eau. Et en fait, les heures creuses en consommation et où il y a dans la production fatale, par exemple, de nuit, à 2 heures du matin, la production est divisée par 5. La consommation, pardon. Par contre, les éoliennes peuvent tourner plein pot. Donc, avec ce courant-là, on s'en sert pour monter de l'eau dans ces réservoirs supérieurs pour qu'ils soient pleins le jour où on en a besoin. Et si on en a tiré 3 semaines après de l'eau, et bien après on le remplira. On peut faire ça autant de fois qu'on veut, puisque même maintenant, avec ces aléas d'énergie fatale qu'on ne contrôle pas et de consommation qu'on ne contrôle pas, on a des variations erratiques du prix du mégawatt sur le marché qui sont exceptionnelles. On est passé dans la même journée, enfin 24 heures, il n'y a pas si longtemps que ça, entre un samedi et un dimanche soir, on est passé de 300 € le mégawattheure, le coût, à un prix négatif de 40 €. C'est-à-dire si vous produisiez, vous deviez payer en plus 40 €. Parce qu'il y en avait trop et qu'il y avait surtension sur le réseau. Ça, c'est pour vous inciter à couper. Alors, quand c'est de l'énergie fatale, c'est-à-dire qu'il ne coûte rien, l'éolienne, s'il y a du vent, une fois qu'elle est installée, qu'elle tourne ou qu'elle ne tourne pas, les prix sont fixes, c'est complètement idiot de se couper de cette énergie. Alors, la meilleure utilisation, enfin, moi, à mon avis, c'est de monter de l'eau. Et ça évitera les centrales à gaz, ça évitera peut-être les centrales nucléaires, parce que comme la plaque européenne maintenant est entièrement connectée, le réseau, si vous voulez, il est européen. S'il y a une panne au fin fond du nord de l'Allemagne, ça rejaillit, y compris en Espagne et au Portugal. Hein? Puisqu'on est tout interconnecté, ça a un avantage, c'est que comme ça on mélange, on unifie les productions et les consommations. Hein. Il y a un effet agrégatif qui limite les risques, mais par contre, ça fait on subit tous les conséquences de quelqu'un d'autre. Bon. Comme c'est très peu pilotable dans les autres pays du Nord, en particulier, qu'est-ce que c'est qui fait l'équilibre en Europe? C'est en particulier la Norvège, la Suède et la France, qui ont des grosses installations, Norvège et Suède hydrauliques, France aussi, mais ça ne suffisait pas. Et donc, ça n'avait pas été fait pour ça, mais ils l'ont fait. On a appris à piloter un peu les réacteurs nucléaires. Et on fait de l'adaptation du nucléaire. Alors, ce n'est pas au pas de 3 minutes, évidemment, comme l'hydraulique, mais on arrive journellement à faire fluctuer la production nucléaire pour s'adapter un peu au réseau, avec un inconvénient, et je crois qu'on le paie maintenant, c'est l'usure. Ce n'était pas prévu pour ça, et on s'aperçoit maintenant que de plus en plus, il y a des défauts qui apparaissent, et on a eu là maintenant jusqu'à un quart des réacteurs arrêtés pour des problèmes de maintenance. Toute médaille a son revers. Hein. Voilà. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qui s'adapte entre le consommateur ou le réseau et la production, je pense qu'avec la complexité maintenant de nos schémas électriques, ça doit être un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faudrait multiplier les réservoirs, mais il va falloir aussi que les consommateurs, vous aviez déjà courant nuit, courant jour, on vous incitait à cause du prix, mais il va peut-être falloir aller plus loin, et vous avez déjà maintenant des contrats à effacement. Si vous le prenez, c'est pas arrivé aux particuliers, mais c'est arrivé aux consommateurs moyens, hein, industrie ou grand commerce. Vous avez un contrat avec effacement, c'est-à-dire on peut vous demander les jours PPE, ce qui s'appelle le pointe-pointe, on vous dit vous devrez vous effacer de 8h à 10h du matin et de 6h du soir à 9h du soir, il faut vous arrêter. Et en compensation,
on vous fait une ristourne sur le prix du mégawatt. Parce que vous participez à l'équilibrage du réseau. Pour la Bretagne, alors là même ça a été généralisé, la Bretagne étant tellement en manque qu'ils ont appelé ça un tarif jaune spécial, c'est-à-dire qu'à tous les consommateurs, même particuliers, ils reçoivent un message en Bretagne, et c'est le cas ces jours-ci, avec le froid qu'il y a, et le prix du mégawatt, ils reçoivent un message, s'il vous plaît, étalez complètement la consommation de vos appareils électroménagers, surtout mettez pas la machine à laver et autre chose en même temps, étalez-le, voici les heures où il faudra éviter, etc. C'est sur le bénévolat encore. C'est sur l'incitation citoyenne, si vous voulez. Mais ça donne le sens quand même. Hein. Alors, je vous ai donné ici un tableau, je vous ai fait un tableau sur où on en est par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, le 25, j'ai pris les chiffres du 25 janvier, voilà quel était le panorama électrique en France. Nous consommions 73,2 gigawattheures, on appelait 73,2 gigawatts de puissance. Le nucléaire en donnait 54,4. Le charbon et le gaz qu'on a été obligé de rallumer, alors qu'on n'aurait pas dû normalement, mais pour faire la jointure, l'hydraulique n'a pas suffi. 2 gigawatts. L'hydro, je voulais séparer entre justement les lacs et la base. Je ne l'ai pas eu pour le 25, mais on va voir dans les colonnes suivantes ce qu'il faudra faire. L'hydraulique en donnait 14,1, l'éolien 1,9, et vous voyez, le solaire 0,8. Évidemment, on est en hiver, le soleil est bas, il se lève tard, il se couche tôt, etc. Et en plus, il y a des régions où il y avait du brouillard. Si nous avions été en 2050, et en gardant les conditions telles qu'elles sont maintenant, voilà où on en serait. Pourquoi énergie appelée 200? Parce qu'on a décidé de ne plus faire de carboné. Donc tout ce que produit à l'heure actuelle le gaz, etc., tout le pétrole qu'on consomme dans nos voitures et tout ça, maintenant c'est de l'électricité en 2050. Donc on est à 200. On a dit que le nucléaire, on se limiterait à 50%. Donc on est à 100. Ça veut quand même dire, si on ne fait pas d'économie, le double de maintenant. Charbon et gaz, j'ai laissé pareil pour l'ajustement. J'ai mis aussi de l'ajustement hydro supplémentaire 2. Si on nous les laisse faire, on va en parler tout à l'heure. Et il y a un peu de développement d'hydro, et il y a énormément de développement d'éolien et de solaire. Vous voyez qu'on multiplie par 25 l'éolien. On multiplie par 40 le solaire. Vous voyez ce que ça représente? Des milliers d'hectares de panneaux solaires. Alors évidemment, c'est l'impasse. Donc, ligne suivante, voilà à quoi on s'est engagé. On s'est engagé à consommer, toujours en décarbonant complètement, c'est-à-dire on ne consomme plus de pétrole dans les voitures et tout ça. On s'est engagé à ça, 40% de moins. Donc on n'est qu'à 120 d'énergie appelée. Le nucléaire, on est à 50%, on est à 60%. Donc là, on reste à peu près, et c'est ce que vous avez dû entendre dans les informations, c'est-à-dire on renouvelle le nucléaire, mais on reste aux puissances actuelles. À peu près. J'ai laissé charbon et gaz pareil, l'ajustement et l'hydro pareil, et du coup ça diminue aussi fort à faire sur l'éolien et le solaire, mais ça le multiplie quand même, le solaire ça le multiplie pratiquement par 20, que tout ce qui existe. Or vous avez déjà quand même des centrales, je ne sais pas si vous êtes passé dans le sud Gironde, là, une centrale solaire de 300 hectares, ça commence à être assez impressionnant.
Et il y en a une en préparation de 1000 hectares. Je ne sais pas si elle aura l'autorisation, hein, mais le permis est déposé. Bon, je vous ai mis aussi, pour information, une proposition, celle de Négawatt, qui elle dit on peut se passer du nucléaire. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, non seulement on diminue de 40% par rapport à la tendance actuelle, mais on diminue encore de 50%. Encore plus. Donc on est à zéro en nucléaire, on est zéro en charbon, évidemment, qui est encore pire. On est obligé d'augmenter l'ajustement hydraulique. Parce qu'il n'y a plus qu'elle qui fera cet ajustement. Et on augmente, on est entre les deux, entre la tendance actuelle et ce qu'on s'est engagé pour le développement du solaire et de l'éolien. C'est aussi une option. Mais tout est une histoire de conscience et il faut savoir à quoi on s'engage et comment le tenir. Bon, ça c'est un essai que je vous montre, taxonomie des sources d'énergie France, c'est pour vous rappeler à peu près, justement, on va les prendre panneau par panneau parce que là c'est compliqué, les avantages et les inconvénients de chaque source d'énergie et pour faire votre idée et savoir après vous engager, si vous vous engagez ou si vous votez ou si vous réclamez à quoi vous vous engagez. Les énergies fossiles, bon, leurs critères défavorables, c'est assez évident. Hein. C'est classé de 1 à 5. Si vous avez 5 croix, c'est que c'est le plus défavorable. Vous voyez la qualité quand même dans les fossiles, dans la géothermie. Elle n'a qu'un critère défavorable, c'est son coût. Et son coût qui prend en compte surtout son risque. Parce que quand vous commencez à forer pour chercher l'eau chaude, vous n'êtes jamais trop sûr du résultat. Pour que ça soit utile, la géothermie, il faut quand même arriver, même en basse température, au moins à 40, entre 40 et 60 degrés. Donc il faut y arriver, à quelle profondeur? Et après à quel débit? Mais par exemple, puisque vous êtes aux Pyrénéens, c'est la question qu'il va falloir se poser pour le nouvel hôpital. Le nouvel hôpital, un hôpital, c'est un énergivore considérable. Je pense que l'hôpital de Tarbes, c'est le plus gros consommateur à Tarbes d'énergie et de loin, parce que l'hôpital, c'est 21-22 degrés constamment du 1er janvier au 31 décembre. Et l'eau chaude, en quantité énorme, le chauffage, la climatisation l'été, tous les appareils électriques, les scanners, ça consomme énormément, etc. Donc, on s'y était posé déjà pour la construction du premier hôpital. J'ai fait partie de la discussion. On avait commencé à forer. Il y avait le forage. On a trouvé l'eau chaude. On l'a trouvé un peu plus profond que prévu. Pour arriver à 60 degrés, je crois qu'on était à 1100 mètres, si mes souvenirs sont exacts, de profondeur, là, à la geste. Hein. Ce qui, à ce moment-là, suffisait, sauf que c'est la loi du marché, plus la température du forage augmentait et que donc on arrivait près du but, plus l'offre de gaz de France de chauffage au gaz baissait. Il faut le savoir. Et au total, ça a été le gaz qui l'a emporté. Dumping de la part de la... Mais maintenant, on s'en mord les doigts à l'hôpital, parce que avec 50% d'augmentation du gaz dans l'année, il n'est pas prêt de résorber son déficit. Hein. Donc pour le nouvel hôpital, c'est une question à se poser. Qu'est-ce que vous avez sinon à dire là-dedans? Bon, où j'ai mis entre parenthèses, c'est parce que ça dépend ce qu'on prend en compte. Bon, le pétrole, par exemple, le coût, évidemment, si c'est l'Arabie Saoudite, c'est absolument imbattable. Hein, je vous l'ai dit, bon, même au prix actuel avec les taxes, 1 litre d'essence c'est 1,5 €. 1,5 €, 1 litre d'essence c'est 30 kWh. Donc 1 litre d'essence c'est comme vous aviez 30 esclaves pendant 2 mois à votre service pour 1,5 €. Vous voyez, c'est fini.
Non, 5 minutes. 5 minutes, bon, allez, c'est le dernier. J'ai pas fait exprès. Voilà pourquoi j'ai mis entre parenthèses. Le nucléaire, c'est pareil, le coût, j'ai mis la dernière croix entre parenthèses, parce que, est-ce qu'on compte l'élimination des déchets, le démantèlement, etc. Le démantèlement, c'est quand même une sacrée histoire. La première centrale à démanteler, c'est Brennilis, centrale d'essai qui est au cœur de la Bretagne, qui est arrêtée depuis 1985. Elle a tourné 14 ans, elle n'est pas très puissante, et il a été provisionné par EDF, c'était les coûts de l'époque, 80 millions d'euros pour son démantèlement. On en est à 800 millions, on en est à 40 ans plus tard, et on n'est pas rentré dans le cœur. Donc qu'est-ce que vous voulez provisionner? Qu'est-ce que vous voulez mettre ici comme croix? Voilà un gros point d'interrogation. J'aurais dû mettre un point d'interrogation plutôt que des parenthèses. Voilà. Donc ça, par contre, les critères favorables aux fossiles, c'est qu'elles sont toutes pilotables, puisque vous avez un stock. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Alors, pas aussi souple que l'hydraulique, parce que monter une machine à vapeur en puissance, ça ne se fait pas en 2 minutes, mais enfin, si vous savez que la pointe est à 8 h du matin, vous commencez à chauffer à 6 h, à 8 h, ça commence à bien donner, quoi, hein, vous voyez. Donc il y a le pilotable. Il y a l'abondance. Le charbon est la source d'énergie la mieux répartie dans le monde. Donc les risques géopolitiques, tout ça, ça compte. Justement, parlons de l'indépendance. Bon, en France, pour la France, pas de tourbe, plus de charbon, pas de pétrole, plus de gaz. Donc, indépendance zéro. Le nucléaire, j'ai mis une croix. Là aussi, j'aurais pu mettre un point d'interrogation, parce que c'est vrai que tout le système d'exploitation est maîtrisé dans le pays, mais quand on nous dit que le nucléaire est indépendant, bémol. La matière première, fissile, elle est entièrement importée maintenant. On n'en produit plus un gramme en France. Et elle est importée d'où? Kazakhstan, Ouzbékistan, Australie, Niger. Enfin, même Niger avant l'Australie. Kazakhstan, vous avez vu, c'est aussi encore Poutine qui tient le robinet. L'Ouzbékistan, la confiance géopolitique, le Niger, vous voyez où on en est, l'Australie, on pourrait dire c'est plus sûr, vous voyez le coup qu'elle nous a fait avec les sous-marins. Dès qu'il y a problème de souveraineté nationale, voilà, moi l'uranium, c'est quand même un gros problème. C'est vrai que quand on a lancé le programme, on était à peu près autonome avec les mines, en particulier les massifs centrales, mais maintenant tout est fini. On ne sort plus un gramme en France d'uranium. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? La pérennité, ça veut dire le temps dans la durée. Évidemment, le charbon, comme il y en a, on n'en voit pas la fin. Le pétrole, par contre, le pic est à peu près dépassé. Donc, attention là aussi. La géothermie, bon, il n'y en a pas partout, mais là où il y en a, c'est aussi des temps extrêmement longs. Passons aux énergies renouvelables. Donc, les critères défavorables. Pour ce qui est des énergies chaleur, biomasse et biogaz, là aussi des croix entre parenthèses, c'est pour, je vous dis comme tout à l'heure, c'est est-ce qu'on replante et qu'on reboise après ou pas. Voilà. Si on ne reboise pas, ça devient moins que la moyenne. Hein. Le solaire, j'ai mis une croix CO2 parce que c'est à cause de sa construction et des matériaux qui rentrent là-dedans. Sinon, toutes les autres, c'est zéro. C'est considéré comme zéro. Ah oui, une dont je ne vous ai pas parlé. Là, je m'excuse, je vais prendre 2 minutes quand même. Hein. C'est l'usine Marais-Montris. On n'en parle plus. C'est complètement passé sous les radars. Pourtant, on en a fait une, celle de la Rance. C'était le point en Bretagne, la seule production qui existait, qui fonctionne bien. Maintenant, depuis 50 ans. Elle a un inconvénient, c'est que comme elle était construite sur un estuaire, elle envase tous les sphères de la Rance, avec peut-être les émanations de CO2 à venir quand ça va arriver près de la surface. Bon, ça c'est un inconvénient. Mais par contre, c'était
expérimental, et c'était en prévision d'un énorme projet qui a été étudié par EDF à l'époque et par un de nos plus grands ingénieurs hydrauliciens, l'ingénieur Caco. C'était l'usine marémotrice des îles. Excusez-moi du peu, mais c'était l'équivalent de 22 réacteurs nucléaires. Et en plus pilotable, parce qu'il faisait par casier, et profitant des marées, ils remplissaient des casiers, ils en vidaient d'autres, mais décalés, il arrivait à une production qu'il adaptait, il avait plus d'une vingtaine de casiers, mais des casiers qui font plusieurs kilomètres carrés. Hein. C'est vrai qu'au point de vue environnemental, faut voir ce que ça donnait au final. C'était pas la précaution première à l'époque, c'était les années 60, ça, début des années 60, mais vous avez là le plus gros gisement d'énergie renouvelable d'Europe, pratiquement. Il y a l'équivalent à un endroit en Bretagne, en Grande-Bretagne, en Angleterre. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce que dans les années 60, début 70, il y a eu le basculement vers le nucléaire. Tout ce qui est hydraulique et autres projets a été abandonné avant qu'on commence à en reparler maintenant. Mais on ne parle pas de la marée motrice. Est-ce que c'est diplomatique par rapport aux îles anglo-normandes? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais la qualité de ce projet était absolument phénoménale. Les inconvénients aussi, bon, mais pour le solaire on a mis l'emprise évidemment, la marée motrice aussi. Pour les déchets, vous voyez ce que ça donne. C'est aussi bon, beaucoup de cases blanches quand même. Sur le plan environnement, alors c'est là qu'il a les grosses discussions. Par exemple l'hydraulique, j'ai mis une croix et une croix entre parenthèses. Elle est accusée de tous les maux sur les rivières. Et la deuxième croix, c'est à propos des réservoirs, on dit, avec ces réservoirs, elle émet du CO2. Alors là, je mets en doute ces arguments, parce que, effectivement, quand on a mis en marche la centrale hydroélectrique en Guyane, le grand barrage qu'il y a eu pour alimenter la Guyane, on n'a pas déboisé, ce qui fait qu'on a noyé toute la forêt équatoriale, et maintenant elle pourrit, elle dégage énormément de CO2. Mais bon, ça c'est quand même facile à rectifier quand on fait un barrage où il n'y a pas d'arbre comme le Cap de Longue, donc là il n'y a pas de raison de lui octroyer plus de CO2 que ça, et s'il y en a, il vaut mieux déboiser avant, mais ça je ne comprends pas trop. Et quant à la qualité des rivières, bon, vous êtes dans le département, vous avez des centrales qui existent depuis 100 ans, hydrauliques. Vous pouvez constater évidemment des baisses de débit, il y a un débit réservé garanti dans la rivière, mais qu'est-ce que ça a comme autre influence, c'est à débattre. Mais en tous les cas, elles sont classées en très bon état, ces rivières-là. Bon, les critères favorables, alors j'y vais, évidemment, tout le monde est pour ce développement de ces énergies. Donc je vous laisse voir le nombre de croix. Alors maintenant, quels sont les freins? J'ai 2 minutes encore? Non. Bon, mais alors laissons la place au débat, alors justement, entre pourquoi on n'y arrive pas et quelles sont les qualités et les défauts, on pourra en parler dans le débat. Merci. Je le passe. Donc, beaucoup d'informations que nous a donné Gilles Addison. Il souhaitait un grand débat, il nous laisse à peine une